Alors, donc, côté mobilité, donc ligne 1, donc Limoges-Châteauroux, pardon. Donc, c'est une ligne qui est fréquentée à 54% par les occasionnels et 46% par les abonnés. Donc, comme vous le voyez sur la courbe, sur la partie avril, mai, juin, donc vous voyez une chute de la fréquentation de la ligne, qui, comme vous le savez, comme on le sait tous, et en particulier dû aux mouvements sociaux que l'entreprise a connus sur ces 3 mois-là. Donc avec un redressement qui s'opère ensuite, et donc cet effet mouvements sociaux qui donc nous amène tout au long de l'année et de la finalité de l'année, donc à avoir, comme on le constate, du coup des résultats en dessous, légèrement en dessous de 2017. La ligne. Ah non. Alors, donc là, sur la ligne 10, donc Limoges, Guéret, donc Felletin, justement, et Montluçon, donc ça prend bien en compte toutes les étoiles. Donc, on retrouve le même effet que la précédente, hein, donc avec sur les mois d'avril, mai, juin, cet effet mouvements sociaux, et qui reprend ensuite du pouvoir à partir de l'été pour remonter sur la courbe, sur le dessin de la courbe 2017, mais là aussi le même effet que l'autre côté avec cet effet mouvements sociaux. Donc sur cette ligne, donc on est à 57% d'occasionnels et 43% d'abonnés. Oui. Les travaux. Bien. Voilà, vous avez la présentation des travaux en 2019 et 2020 sur l'ensemble de la ligne. Alors, globalement, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que vous l'avez affiché. Ce qu'il faut retenir sur, je dirais, la partie limousine, si évidemment je prends en compte POLT, c'est que nous avons, je ne veux faire peur à personne, mais enfin un mur de travaux devant nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des travaux. Donc ça veut dire que les lignes vont être régénérées. On va retrouver des conditions de circulation, de circulabilité, comme on dit, nominales, et donc des temps de parcours améliorés. En tout cas, on retrouve des temps de parcours aussi nominaux. Avant les limitations temporaires de vitesse qui ont été posées, avant les limitations temporaires aussi pour travaux. La mauvaise nouvelle, je pense évidemment à l'exploitant, c'est que les travaux, il faut les faire, mais des fois, on fait un peu de casse. Hein. On essaie d'en faire le moins possible, évidemment, parce qu'on a tout intérêt à ce que le réseau soit circulé. Ça serait trop simple de pouvoir faire des travaux sans qu'il y ait de train, mais le but, c'est qu'il y ait des trains sur les lignes et sur les voies. Donc, il faut concilier les deux. Et c'est pas facile quand on a des travaux importants à faire, comme là, parce que d'ici 2025, sur cette ligne, je parle de POLT essentiellement, je viendrai sur les deux autres. Sur POLT essentiellement, on a énormément de travaux tous les ans, avec les fameux 4 week-ends d'interruption des circulations que vous connaissez, plus 100, hein, c'est souvent 5 et pas 4. Disons que jusqu'en 2025, on aura ces 4 ou 5 week-ends d'interruption, avec des périodes de travaux relativement longues, de plusieurs semaines, pas toutes situées dans le Limousin, mais qui affectent par exemple les circulations entre Limoges et Paris, hein, parce qu'on a beaucoup de travaux au nord de Limoges. Il y en a aussi entre Limoges, entre Guéret, non, je dis des bêtises, entre la souterraine, Limoges, et puis entre Châteauroux et la souterraine, il y en a, puis on en a à Vierzon énormément, au nord des Aubrets, entre les Aubrets et la limite de région, de la région voisine, c'est-à-dire du centre Val-de-Loire, du côté d'Étampes. Tout ça, ça fait énormément de travaux. Il y a 1,6 milliard qui doit être investi sur cette ligne d'ici 2025-2026. Donc, il faut s'attendre à, je dirais, non pas des difficultés, parce qu'on va essayer de faire du mieux possible, mais enfin, c'est toujours parfois un peu délicat. Sur les lignes à la fois Guéret, Montluçon et puis Busseau-Felletin, ces deux lignes, moi je veux souligner, Monsieur le Président, que dans le Limousin, les équipes de l'Infra, historiquement, ont plutôt bien travaillé.
parce qu'on a des lignes qui sont plutôt en bon état. Si je compare avec ce qui s'est passé du côté charentais, par exemple, c'est très différent. Donc, on a des lignes, ces deux lignes-là, qui n'en font qu'une aujourd'hui, si je comprends bien, ont été plutôt bien entretenues. Et donc, on est dans des pas de maintenance assez courants. Disons que, évidemment, elles sont surveillées. On a un pas de maintenance qui va arriver en 2022, qu'il faudra réaliser, mais ce n'est pas des grosses opérations de régénération telles qu'on peut les avoir ailleurs sur cette ligne-là. Disons que jusqu'à la fin de la décennie 2020, je touche du bois, du singe, et on y reviendra quand on vous communiquera le détail ligne par ligne sur lequel je me suis engagé, des travaux à réaliser. Mais disons que sur cette ligne-là, on est assez serein, même s'il y a des composants qui sont obsolètes. Évidemment, on a quelques sujets sur les ouvrages d'art aussi, mais disons que, voilà, compte tenu de l'usage aussi de ces lignes-là, il faut faire la maintenance, il faudra faire de la maintenance un peu renforcée telle que c'est prévu, c'est-à-dire rajouter des traverses, évidemment, revenir notamment avec la jonction de traverses, mais on n'est pas dans des grosses opérations, a priori, de régénération telles qu'on peut l'entendre ailleurs. Donc il faut souligner le travail qui a été fait en matière de maintenance sur la partie limousine, qui, en tout cas à ce niveau-là, qui est tout à fait exemplaire. Voilà. Alors, donc, monsieur, vous vouliez... Allez-y, prenez un micro, qu'on puisse vous répondre à votre question. Oui, donc moi j'ai plusieurs points, mais le premier, donc celui que j'ai évoqué, c'était la situation de Felletin, parce que donc on parle dessus. Vous avez parlé de suppression, donc j'ai compris qu'il n'y avait qu'une ligne, c'était la même ligne que Guéret-Montluçon. Malgré que pour moi, enfin les petits horaires TER, il y en a bien un différent, mais bon, je sais pas. Donc elle a été fermée pour raison feuille a priori cette ligne, donc ça nous fait doucement rire. Non, c'est des chantages. On a bien, je connais le sujet. J'y travaille à la gare de Guéret, donc je connais assez bien le sujet. Mais cette gare qu'on a modernisée à Guéret, on l'a modernisée. Maintenant, on peut plus faire passer de train, et on va supprimer. C'est à cause de Guéret, on va supprimer des trains sur Felletin, alors que c'était des trains de Montluçon. Alors bon, rien à voir, mais c'est pas grave. Donc il faudra nous expliquer ça. Après, là, on parlait des travaux. Je pense qu'il y a un certain nombre d'anciens cheminots qui sont ici et qui, sans l'externalisation qu'on connaît maintenant, on savait faire les travaux sans ça. En plus, là, on est sans fermer les lignes pendant quelques temps. Et là on est en train de faire des IPCS, il me semble, au sud. Donc, on pourra rouler. Je ne comprends pas ces fermetures de lignes. Voilà, pour faire des travaux. Juste sur les travaux. Oui, c'est revenu. Après, sur les horaires, là, vous avez parlé d'une augmentation de plus 8%. C'est à partir de quelle année? De cette année ou de l'année prochaine? Juste. Ok, parce que si je regarde l'année prochaine, eh ben, effectivement, il n'y a pas plus d'horaires de train, que ce soit sur les deux lignes qu'on parle, il n'y a pas plus d'horaires de train de ce qu'on nous a fourni. La dame, elle va en parler, mais juste avant, on a eu des travaux là pour automatiser la gare de la souterraine ici, et ces travaux devaient être finis fin novembre 2018. La mise en place devait être novembre 2018, donc on a supprimé un grand nombre de trains. Donc il y en a 3 le matin, 2 pour Limoges et 1 pour Orléans, qu'on a supprimé parce que c'est des trains origine terminus qu'on n'a pas pu faire. Nous, on l'avait signalé bien à l'avance. Et en sachant qu'il y avait encore le personnel, il suffisait de ne pas démonter tout de suite les aiguilles et on aurait pu faire circuler ces trains. Très bien. Donc, ils apparaissent pour 2019, mais la fin des travaux, les origines terminus sont prévues là, pour le projet de décembre 2019. Par contre, la fin des travaux, elle est prévue là, le 1er juin ou le 2 juin. Est-ce que ces origines terminus vont revenir entre-temps? Voilà. Parce que ça enlève une grosse offre sur Limoges. C'est à peu près les trains les matins, on en avait 4, il n'y en a plus que 2 de la souterraine pour aller à Limoges. Donc c'est un sujet. Et puis on a ce train qui n'est pas prévu revenir, je vois, sur Orléans, qu'on avait origine aussi. Alors vous allez me dire, c'est pas la même région,
Mais les usagers, il y en a quand même ici et qui ont besoin de prendre ces trains. Voilà, j'en aurai sûrement d'autres. Ah bah oui, il y avait madame, pardon, excusez-moi. Allez-y, madame. Bonjour, bonjour à tous. Donc oui, moi j'avais une question. Je suis usagère, hein, je travaille pas à la SNCF. Enfin presque, parce qu'après je le prends tous les jours ce train, donc on a presque l'impression de faire partie de la SNCF des fois. Juste une remarque vraiment importante, c'est que nous on a supprimé un train le matin, le 7h23. Enfin le 7h23 est devenu le 7h06. Et sur quelle ligne, madame? Sur la ligne Limoges, la souterraine, Limoges-Châteauroux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre temps de trajet a fortement allongé. C'est-à-dire qu'on part à 7h06 le matin pour arriver à 7h54 à peu près à Limoges, alors qu'avant on avait un train qui faisait 7h23, 7h54. Ce qui se passe, c'est que le service aujourd'hui est relativement dégradé au niveau du temps de parcours, puisqu'on met quasiment 1 heure pour arriver à Limoges, 50 minutes. Et je vois beaucoup de mes collègues avec qui je prenais le train qui ne prennent plus le train. Donc on va nous dire qu'après on a moins de passagers, c'est évident, puisque le temps de parcours aujourd'hui est plus long que si on prenait la voiture. Donc ça c'est vraiment un souci majeur. Et ce train de 7h23, il était quand même appréciable, puisque en à peu près 40 minutes on était à Limoges, voire moins, 35 minutes, je sais plus, 35 minutes à peu près, je vois j'ai une collègue qui le prend. Aujourd'hui on met quasiment 1 heure, quoi. Enfin franchement, et ça nous encourage pas à le prendre. Donc le train de 7h42 supprimé, le 7h23 qui passe à 7h06. On a un 8h23, mais bon, qui arrive à 9h à Limoges. Autant vous dire que quand on travaille, c'est quand même compliqué. Bien qu'il arrange des gens et qu'il faut le maintenir. Et voilà, je suis pas pour... Donc ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui, puisque les horaires ont fortement changé. Et je sais que ça fait que 20 minutes, mais 20 minutes, c'est hyper important. Quand on a une vie de famille, quand on a des enfants, quand on n'en a pas même, c'est compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci sur ces horaires-là et il va falloir quand même y songer et songer au temps de transport. Et moi, j'ai l'impression que vos taux de suppression ne prennent pas en compte que ce train a été supprimé. Ce 7h23 était, enfin, le 7h42 plutôt, c'est le 7h42 qui a été supprimé. Vraiment. Donc oui, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de suppression, mais si on considère qu'il y a un train de supprimer, c'est beaucoup, hein. Restriction des guichets à Guéret et à la souterraine, donc 50% d'ouverture en moins. On ne sait toujours pas où on en est, mais on aimerait avoir des nouvelles. Sur l'axe Bordeaux-Lyon, alors vous êtes assez content jusqu'à Montluçon. Moi, je suis un peu moins content parce que l'entretien n'est pas du tout le même entre Montluçon et Lyon. Et avant, si on avait des Bordeaux-Lyon, on n'a plus aujourd'hui que des Bordeaux, malgré que la région ait acheté quand même 5 trams pour faire du Bordeaux-Lyon, c'est du Bordeaux-Montluçon. Et je crois que demain, ça sera du Bordeaux-Guéret. Alors, je suis particulièrement inquiet. Moi, je pense qu'on peut... là, il vient de dire quand même que je crois que c'est en 2020, Guéret-Felletin sera, je crois que la ligne va être supprimée, donc on peut aussi être inquiété, hein, parce que ouais, c'est ce qu'on nous a annoncé. Alors on n'a toujours pas voilà. Donc on a toujours pas la confirmation. J'espère que ça va aller dans le bon sens. Voilà. On fait une C'est pareil quand on met des horaires qui sont non adaptés. Hein, donc on le voit pour ces horaires sur Felletin, Guéret-Felletin, c'est pas adapté, ça correspond pas. Alors on vient de faire un magnifique EMB, etc. en Montluçon, mais ça correspond pas du tout aux étudiants. Ils peuvent pas prendre le train. Par exemple, nous, on avait un train pour la souterraine aussi à 6h36 qui était direct pour Bordeaux. Il n'était pas direct sur la possibilité de le vendre, mais il était direct. En fait, on changeait pas de train à Limoges, donc on aurait toujours cette possibilité. Donc 2 aiguillages ont été supprimés pour supprimer 3 trains origine à la souterraine. C'est quand même grave parce que ces trains-là sont remplacés des cars. Alors quand on fait passer un car par Bersac, Fromental, etc., on mettait 33 minutes ou 34 minutes. Je crois que c'est 1h17 maintenant pour aller on dissuade les gens de prendre le train, quoi. Voilà. On va faire une première série de réponses, hein, et puis après on revient, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, moi je vais répondre à ce qui correspond plus, on va répondre à plusieurs voix. Hein. Richard, vous n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas, hein, pas de problème. Alors, sur la question des 8% d'offres de plus, à quelle échéance ? Là, en l'occurrence,
je l'ai dit tout à l'heure, peut-être j'ai pas été assez clair, hein, mais on a donc 5 bassins de mobilité à l'intérieur de la nouvelle convention. Le premier bassin, c'est ici. Donc c'est Périgord-Limousin, sur lequel on est en train de mettre en place cette démarche où on met à zéro l'ensemble des horaires, avec mobilité, hein, en l'occurrence, on ne fait pas ça tout seul, pour répondre mieux sur ce qui a été dit. Je ne sais pas si on y arrivera, hein, mais je dis en tout cas, on fait le boulot pour essayer de répondre mieux à toutes les demandes qui sont formulées, je dirais, régulièrement, même si on améliore de service en service. Alors ça peut être pris comme une amélioration, comme des reculs, bon. Mais en essayant d'avoir non seulement une optimisation de l'offre et les 8% de plus. Donc c'est immédiat, enfin c'est immédiat, ça ne va pas être pour le service 2019, hein. De toute façon ce ne serait pas possible. On y travaille maintenant pour que ce soit opérationnel sur le service 2021. Et on fait le deuxième lot sur, en l'occurrence, la métropole, Gironde et son orchestre qui suit par ailleurs. Donc l'objectif, il est bien de le faire au fur et à mesure qu'on travaille sur l'optimisation, justement, sur l'ensemble des lots. Ça, c'est une première chose, mais en tenant compte d'une chose, c'est que les trains, ils vont aller jusqu'à Montluçon. Enfin, en tout cas, je ne sais plus jusqu'à quand on est élu, nous, décembre 2021, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Jusqu'à décembre 2021, le temps qu'il y ait l'exécutif qui est en place, je vous annonce qu'ils iront jusqu'à Montluçon. Après, je ne suis pas capable de vous dire si ça continuera. Est-ce que ça doit aller jusqu'à Lyon? La réponse est oui. Moi, j'étais venu ici, on s'était vu d'ailleurs, hein, il y a quelques années, au moment où on a repris les TET. Nous, on avait dit, on reprend Bordeaux-Lyon. Mais on fait la part qui revient à la Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on a fait. On a acheté les trains, on a repris les horaires, on a retravaillé sur l'offre, et donc on a tiré les trains, on tire les trains, Bordeaux-Montluçon. Et on continuera à le faire. J'entends, mais par presse interposée pour l'instant, qu'il y aurait une volonté dans la région voisine de, pourquoi pas, travailler à... Bon, on va prendre comme c'est. Et si jamais il y a demain la possibilité de tirer les trains, alors nous, on jouera notre part, comme on le fait d'ailleurs avec nos collègues de Pays de Loire, hein, où on fait du Nantes-Bordeaux. Alors, malheureusement avec des grosses LTV, mais je veux dire, on fait du Nantes-Bordeaux et on s'entend entre nous pour tirer les trains entre les deux capitales. Donc ça, de ce point de vue-là, si demain ça doit repartir, on repartira. Et en tout cas, nous, on a fait ce qu'on pouvait faire jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, sur la question des trains à la souterraine. Moi, vous le savez certainement, parce qu'on s'en est entretenu avec beaucoup d'élus locaux qui nous avaient saisis il y a un petit moment. On avait clairement demandé à pouvoir garer les trains. Ça nous a été refusé. On a demandé à maintenir un poste. À l'heure où on est en train de se parler, pardon de rendre ça public, mais en même temps, moi, à un moment donné, c'est quand même la vérité, on nous demande à la région Nouvelle-Aquitaine 450 000 € par an pour maintenir en poste. Vous avez bien entendu, hein, pour un train le matin et un train le soir. Donc, honnêtement, on s'associe et on s'est associé et on a écrit, je ne sais pas combien de fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, pour les arrêts des TET, les 2 arrêts de TET. Bon, pour l'instant, nous, on est sans réponse. On n'est pas les seuls à avoir écrit, hein, d'ailleurs, parce que le territoire, il y a beaucoup d'élus ici qui l'ont fait, le maire et beaucoup d'élus. Donc aujourd'hui, nous, on cherche une solution. Je ne vous cache pas, vous le savez d'ailleurs, on essaie de trouver une solution. Je ne sais pas si on aboutira, mais en tout cas, nous, on va faire en sorte d'en trouver une. Ensuite, sur Limoges-Bordeaux, et même finalement Guéret, le sujet est extrêmement simple. Aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, depuis le service 2017, je ne dis pas de bêtises Richard, on a déjà récupéré 40 minutes, 30 ou 40, 30 minutes à Périgueux, puisque avant on changeait de train à Périgueux. Donc on a déjà récupéré 30 minutes. Donc là aujourd'hui on est à 2h40 entre Limoges et Bordeaux. 2h20, pardon, je dis une bêtise. 2h20 pour les plus rapides. Je suis d'accord avec vous, c'est pas encore assez. Non mais j'entends, hein, y a encore des territoires en Nouvelle-Aquitaine qui mettent ce temps-là. Hein. Il n'y a pas qu'ici, je veux dire, qu'on ait bien ça en tête. Mais notre objectif,
et ça a été répété et on continuera à le répéter à l'envi, c'est qu'effectivement, on est des directs. C'est tout le boulot qu'on est en train de faire justement dans cette question d'optimisation, puisque là, aujourd'hui, on a fait un choix, c'est qu'il puisse y avoir des trains qui soient beaucoup plus directs. Donc certes, ils ne s'arrêteront pas forcément partout, mais si vous allez récupérer, si vous allez travailler pour une journée, si vous avez besoin de trains comme ça, des trains qui puissent irriguer le territoire, il en faut, et il faut que ça continue, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis des trains qui sont plutôt périurbains et sur lesquels on a besoin de s'arrêter à proximité des grosses agglomérations. Donc là où, par exemple, on rouvre des haltes TER. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on a fait il y a 2 ans à La Rochelle, ce qu'on est en train de travailler sur le Pays Basque, ce qu'on est en train de travailler sur l'agglomération paloise, et ce qu'on travaillera avec les territoires qui nous diront bah, écoutez, moi, mon PLU, il prévoit qu'il y a, je vous dis comme ça, la commune va avoir 5000 personnes de plus, 3000 personnes, 4000 personnes, et potentiellement, il y a une halte TER qui peut se monter. On est disponible pour faire toutes les études et pour regarder. Parce qu'il faut justement améliorer ces transports de proximité grâce aux trains qui, pour le coup, n'ont pas besoin de la voiture pour rentrer dans la métropole. Et alors, a fortiori à Bordeaux, je ne suis pas bordelais, moi, mais je vois bien, à chaque fois que j'y rentre, c'est 2 heures de... Donc, il vaut mieux prendre le train, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui veut dire que c'est qu'il faut qu'on améliore, encore une fois, le temps de parcours. Mais on a déjà commencé, on n'a pas encore abouti, on n'est pas au bout, hein. Et puis surtout, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on puisse avoir effectivement des trains de Guéret jusqu'à Limoges qui puissent, pour le coup, évidemment s'arrêter à Limoges, ça, il n'y a pas de débat, Périgueux, et puis ensuite qu'on soit quasiment direct jusqu'à Bordeaux. Mais c'est un travail sur lequel on est en train de faire. Sur la question du fret, moi je veux être clair, hein, entièrement d'accord pour qu'on remette du fret partout. Hein. Nous, on est en train de rouvrir 1, 2, 3, 4, j'en suis à 5. 5 lignes fret en Nouvelle-Aquitaine pour essayer de faire sur crédits régionaux, hein. Parce que il n'y a personne d'autre hein, sur le fret, il n'y a que nous. Parce que a priori, SNCF Réseau, sur les lignes capillaires fret, il n'y a plus. Donc c'est nous, aujourd'hui, c'est un budget en 2018, qui va se renouveler d'ailleurs, aux alentours de 14 millions d'euros. Vous avez certainement entendu comme moi les annonces nationales où la priorité au fret ferroviaire, 10 millions d'euros par an. Voilà, hein, juste pour que chacun ait ça en tête. Donc nous, il n'y a pas de problème pour ouvrir le fret, et non seulement il n'y a pas de problème, mais c'est plus qu'une volonté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la pollution aux particules fines sur la région Nouvelle-Aquitaine, si on veut faire le rapprochement, et que celles et ceux qui s'apprêtent à débattre de la loi mobilité, là, dans les heures qui viennent à l'Assemblée, peut-être regardent attentivement ces questions. Sur l'autoroute au sud de Bordeaux, l'autoroute A10, et au nord de Bordeaux qui va vers Paris, vous avez autant de taux de particules fines que la région parisienne. Autant. Sur le corridor où vous avez tous ces bahuts qui se promènent partout. Donc, ne pas faire aujourd'hui du fret ferroviaire, c'est juste le contresens de l'histoire. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, la question qui se pose, moi je vais parler franco, hein, plutôt connu comme ça d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de faire des tergiversés. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, est-ce que le fret ferroviaire est compétitif par rapport au transport routier ? La réponse est non. Tous les transporteurs et toutes les grandes entreprises que vous voyez, et j'en vois beaucoup ces temps-ci, vous disent ah, « Monsieur Lagrave, moi, grosso modo, la tonne, elle est aux alentours de 7,50. En fret, je vais être au moins à 11 ou 12. » Donc dans la bascule du transport, aujourd'hui, ce n'est pas incitatif. La question, c'est est-ce qu'on met des incitations pour qu'il y ait du fret ferroviaire ? Pardon de le dire, mais la région fait ce qu'elle peut pour régénérer les voies, mais il y a un moment donné, sur le paiement à la tonne, c'est soit une taxe qui baisse d'un côté, soit une autre qui augmente de l'autre, ou soit il y a une taxe préaffectée pour pouvoir financer le tonnage via le fret ferroviaire. Il n'y a pas 40 000 solutions. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Et que quand les entreprises qui veulent aller sur du fret ferroviaire regardent les tarifs qui leur sont proposés, bah aujourd'hui, ils n'ont pas quelque chose de compétitif. Et j'ajoute à ça le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de réponses des opérateurs à l'heure où nous parlons. J'espère que ça viendra
dans les années qui viennent. Mais il faut qu'on ait en tête que de toute façon, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, quand vous, je ne sais pas s'il y a des transporteurs routiers dans la salle, mais tous les transporteurs routiers, et y compris la région dans le cadre des transports scolaires, on a juste un tout petit problème qui s'appelle le manque de conducteurs, comme ça a été le cas d'ailleurs dans une grande maison pas loin d'ici. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus de transporteurs routiers. Donc, à la fin, on fait comment ? Ça veut dire que si on veut rouvrir le fret, il faut non seulement l'infra, mais il faut aussi qu'il y ait une offre sur le fret ferroviaire et avec des plateformes multimodales qui puissent permettre justement de faire du vrac. Ensuite, moi, je vous passe la parole après, mais je termine par la question des guichets. Alors, comme c'est un débat qui a lieu, non pas, contrairement à ce que j'entends, c'est pas qu'en milieu rural, parce que je vous signale juste que les guichets ils sont aussi supprimés à la gare de Bordeaux. Non, mais et on va partir du début. Pardon de le dire, mais il faut quand même appeler un chat et dire qui est responsable de cette affaire. Nous, quand on est arrivé, janvier 2016. Janvier 2016, moi, on me dit, tu vas être vice-président, ça, très bien. Je voyais fleurir tous les courriers des uns et des autres, élus, associations, syndicats, tout le monde, en me disant, mais Renaud, qu'est-ce qui se passe, les gares ferment, les guichets ferment, les trucs, les machins. Donc je me prends quelques renseignements et je me rends compte d'une chose, c'est que le choix, il faut bien l'appeler comme ça, d'SNCF, mobilité, voyage et TET, ça a été de dire on ne met plus 1 euro sur les guichets. C'est ça. En gros, on va digitaliser. C'est leur stratégie. Moi, je ne travaille pas dans cette maison. C'est leur stratégie et ils ont dit on ferme tout. À partir de là, tout le monde est venu voir la région en disant « Mais c'est vous, la région n'est ni propriétaire des guichets, et les personnes qui sont derrière les guichets ne sont pas des agents régionaux, c'est des agents de la SNCF. » Je tiens à le repréciser parce qu'il y a des fois, on nous pose des questions, on nous dit « Mais c'est vous ?» Non, c'est pas nous. Sinon, on aurait fait des régies. Et en l'occurrence, on est en délégation avec la SNCF. Donc la réalité, c'est qu'il y a eu un désengagement massif de la SNCF sur les guichets, et la région, contrairement à d'autres, parce qu'on me cite plein d'exemples en me disant « Ah oui, mais là, ils vont être maintenus. » Ouais. Le diable se niche dans les détails. Nous, on a voté un schéma de distribution dans lequel on a fait en sorte de pouvoir maintenir le maximum de guichets. Je ne dis pas que c'est Noël, qu'on a pu faire tout ce qu'on voulait et qu'on a pu aménager tout ce qu'on pouvait. La réponse est non. Et on n'est pas satisfait non plus. Mais on n'avait pas la possibilité, je le dis toute transparence avec vous, de se substituer aux choix de la SNCF, qui sont des choix nationaux, moi j'ai commenté en son temps, mais qui sont des choix que nous avons subis, et que vous avez subis, y compris dans l'ensemble des gares de Nouvelle-Aquitaine, rurales ou pas rurales. Parce que j'ai les mêmes demandes en comité de ligne sur Bordeaux-Arcachon, qui paraît-il est la ligne des machins, des trucs et des bidules, mais c'est la même chose. Les guichets ferment, et on nous dit, mais comment on peut acheter des trucs ? Donc, la réponse à cette question, elle est extrêmement limpide. C'est que nous, on a essayé, avec de la concertation, peut-être pas assez, il faut y revenir, mais en tout cas en discutant un maximum de fois là où on pouvait le faire, d'adapter effectivement ce qu'on pouvait nous faire au niveau financier, ce qui était soutenable au niveau financier, pour qu'il y ait le maintien d'un certain nombre de guichets sur l'ensemble de la région. Voilà, moi, ce à quoi je pouvais répondre. Je ne sais pas qui... Allez-y. Je reviens peut-être sur les questions que vous avez posées. Busseau-Feltin, on a interrompu la circulation à 2 reprises les 2 années précédentes. La première fois, il y a 2 ans, pour des questions, je ne veux pas être trop technique, de déchantage. C'est-à-dire que les trains passés, on ne les reconnaissait pas, si je puis dire. Et donc, c'était un problème de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un problème de sécurité. Et donc, on a décidé d'interrompre la circulation parce que ce qu'on avait identifié, c'est, comme vous l'avez dit, la chute des feuilles dans une partie du territoire relativement humide, donc avec des risques sécurité. Attendez. On a... Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. L'an dernier... on a fait une campagne de brossage
Et donc on avait des rails plus propres que l'année précédente, et on s'est aperçu que malgré cette campagne de brossage, on avait quand même des problèmes de d'échanttage. Et on a interrompu la circulation, alors pas 6 mois, on a dû l'interrompre 3 mois et demi, d'ailleurs l'année précédente aussi. Mais peu importe, toujours est-il qu'on l'a fait de manière préventive. On l'a fait de manière préventive. Voilà, alors on va rediscuter avec la région, avec TER évidemment. Je ne dis pas que la ligne sera fermée à vitam aeternam tous les hivers pendant 3 mois ou pendant 6 mois. On sait maintenant qu'on sait mieux gérer ce problème de déchantage, on est capable de le gérer, donc il faut qu'on décide si on peut réouvrir à cette période de l'année, on le fera ensemble, puisque la suppression avait été aussi prise de manière concertée. Donc je vous ai dit que voilà, je ne prends pas d'engagement là. Il faut qu'on en discute encore une fois avec la région, avec TER, mais on l'a fait une fois pour des questions de sécurité, on l'a fait une deuxième fois pour des questions préventives. On sait le gérer, et donc il faut voir si on redémarre la circulation à cette période de l'année. Oui, mais on se posait la question de savoir si la crasse qu'on constatait à Guéret venait de la partie de la ligne. Les trains qui ont déchanté, ils venaient de Montluçon, tous. Je ne sais pas si vous êtes... Moi, je ne suis pas dans les trains. J'étais en gare, c'est moi qui les ai vus, les déchantages. Non, mais je pense que j'ai répondu à la question. J'ai répondu... Vous vouliez savoir si on allait laisser cette ligne fermée. Il n'est pas impossible que la ligne fermée une partie de l'année à l'automne et à l'hiver, il n'est pas impossible que la ligne, si on, voilà, une fois qu'on en aura discuté, puisse réouvrir parce qu'on sait gérer ce problème-là. Voilà. Donc je pense que vous avez la réponse à votre question. Sur l'externalisation, c'est un problème d'entreprise. Je ne suis pas sûr que ça soit le lieu dans le comité de ligne de discuter du sujet de l'externalisation. Je voudrais simplement, peut-être pour éclairer ceux qui ne sont pas cheminots, dans la salle, c'est que, je vais vous donner un chiffre, il y a une quinzaine d'années, au niveau national, on faisait 1 milliard de travaux, je parle de la régénération des lignes, on faisait en gros, à la louche, 1 milliard de travaux de régénération. Aujourd'hui, en 2018, on a fait 2,6 milliards. On va faire 2,7 milliards en 2019, quelque chose comme ça. On va être à 3 milliards en 2020 et 3,2 milliards en 2022. Avec des effectifs qui sont en légère, mais très légère augmentation, puisque les effectifs des SNCF Réseau, de l'ordre de 52 000, augmentent bon an mal an de 400 à 500 par an, en tout cas jusqu'en 2022. Hein ? Donc, on peut dire qu'à effectif stable, on fait 3 fois plus de travaux qu'on en faisait il y a une quinzaine d'années. Vous voyez très bien qu'on ne peut pas absorber cette augmentation sans faire appel à des partenariats industriels, à de l'externalisation. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que le reste, ça se discute au sein de l'entreprise, je pense. S'agissant des agents de circulation, je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit le président. Il est clair que dans la mesure où on met des installations permanentes de contresens, là encore, pour les non-initiés, c'est des installations qui permettent d'améliorer la robustesse de la ligne, de mieux gérer les aléas, de faire en sorte que on puisse circuler, un train puisse circuler dans les 2 sens sur une même voie. Donc voilà, on n'a plus qu'une voie, on peut circuler dans les 2 sens sur une voie grâce à ces installations et sur un certain nombre de kilomètres. Ça permet, on a un problème, on circule sur une voie dans un sens descendant ou montant, peu importe. À partir de là, alors je veux dire que les installations permanentes de contresens, elles sont sur Polt, elles ne sont pas sur la ligne vers Guéret-Montluçon, ça n'a rien à voir. Hein. Sur la souterraine, à partir du moment où effectivement SNCF Réseau met en place ces installations, on a supprimé un poste qui existait à la souterraine, ce poste qui permettait de faire des manœuvres, effectivement, pied d'œuvre, est supprimé. Les effectifs, parce qu'il y avait 4 personnes, c'était un 2-8, c'est un poste mais 4 personnes.
Les 2-8, j'étais peut-être même 6. Les 6 personnes, les emplois ont été, enfin les personnes ont été réaffectées. Hein, aujourd'hui, je pense que chacun des emplois, en tout cas des personnes, a trouvé un nouvel emploi. Et donc, bah, écoutez, ça ne se traite pas au dernier moment. Ils sont au courant. Hein, il ne faut pas raconter d'histoire. Hein, il ne faut pas raconter d'histoire. Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, mais non, d'avoir quelqu'un ici, c'est tout. Mais non, avec les IPCS, le poste de la souterraine disparaissait. Il a été regroupé à Saint-Sulpice. C'est juste de l'informatique. Il suffisait de le mettre à la gare de la souterraine, c'est tout. C'est juste de l'informatique. On a regroupé, il y avait déjà quelque chose à Saint-Sulpice. On l'a regroupé, bien sûr que c'est de l'informatique. Hein, c'est ce qui permet d'ailleurs de moderniser les postes. Mais le regroupement, il s'est fait à Saint-Sulpice. À partir de là, il y a un 2-8 qui a été supprimé à la souterraine et qui, effectivement, pose un sujet, pose un vrai problème. Je partage ce qu'a dit le président. Donc voilà, on en est là pour l'instant. Si vous voulez, c'est pas qu'il n'y a plus personne, c'est que c'est plus... enfin, je dirais que ça se fait autrement. Hein, ça se fait autrement. Je suis d'accord. Alors, concernant la question là, qui vient sur les personnes à mobilité réduite, donc effectivement, jusqu'alors, Réseau faisait cette prestation sur la gare de la souterraine. Donc avec le départ de Réseau, la partie prise en charge des personnes à mobilité réduite est reprise par les gens de TER. Alors effectivement, avec le schéma de distribution que nous avons sur la souterraine actuellement, on ne tiendra pas la prise en charge de quelques trains sur la fin de soirée. Mais là, on est en démarche avec tous nos systèmes, véritablement pour que nos vendeurs et que nos systèmes orientent ces personnes-là vers les trains qui peuvent être pris en compte. Et puis si jamais on se retrouvait avec une personne à mobilité réduite sur ces trains-là, on a aussi des procédures, il faut le savoir, où on sait prendre en charge ces personnes. Alors certes, ça a un coût, ça engendre quelques peut-être difficultés pour la personne, mais on sait les prendre en charge et on a véritablement des systèmes, ce que vous connaissez peut-être pour certains sous les anciens termes de poste de commandement qui s'appellent autrement aujourd'hui, mais qui sont là aussi pour piloter ces choses-là. Oui, je voudrais avoir des détails justement par rapport à ça, parce qu'en interne, je travaille à la SNCF, je travaille au guichet de la souterraine. On n'a aucune réponse concernant justement le guichet. Pour le moment, on est en 2-8. Nos collègues de la circulation s'en vont au 1er juin. Donc à partir du 2 juin, on est censé justement effectuer les prestations PMR. On n'est toujours pas formé, on est le 13 mai. On n'est pas formé, on n'est toujours pas non plus, on ne sait toujours pas exactement quel système de protection il va y avoir depuis Saint-Sulpice. Enfin, vous devez connaître à peu près, je pense, ce qui va se passer. Donc, on aimerait bien, nous, savoir aussi ce qui va se passer pour nous, savoir si on va rester en 2-8, savoir si on va passer en journée. Si donc le nouveau schéma de distribution voté par la région va être appliqué, parce qu'on n'a pas de réponse par rapport à ça. On voudrait bien savoir quand ça va se faire. Nous, on aimerait rester en 2-8, mais bon, voilà. Et du coup, si on doit passer en journée, là, c'est plus sur quelques trains de soirée que les PMR vont plus se faire. Hein. C'est jusqu'à 9h30 le matin et jusqu'à 17h30 le soir. Les PMR vont uniquement être proposés entre 9h30 et 17h30. Donc, on voudrait bien savoir à partir de quand les personnes à mobilité réduite vont être au courant de ce changement.
Alors, concernant les organisations, de mobilité, bon, je serais tenté de dire qu'on est, sur un comité de ligne et c'est peut-être pas non plus le lieu pour débattre de nos organisations. Maintenant, Monsieur Lagrave nous l'a dit, on a un schéma de distribution qui a été concerté entre le Conseil régional et mobilité, et aujourd'hui on applique ce schéma de distribution. Donc voilà, donc moi pour l'instant à la souterraine, le schéma de distribution est celui qu'on connaît. Je n'ai pas plus d'infos. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos sur les évolutions ou pas de ce schéma de distribution. Je parle bien sur la gare de la Souterraine. Donc voilà, moi j'en reste à ce que vous connaissez aujourd'hui sur la gare de la Souterraine. Alors après, ce qui sera vrai dans le futur, je sais pas. Mais moi aujourd'hui, j'en reste à ce que vous connaissez, aux organisations que vous connaissez. Et donc effectivement, avec le retrait de l'EIC suite des IPCS sur le week-end de l'Ascension. Donc là, aujourd'hui, donc vous avez, là, bon, je ne veux pas rentrer dans ce comité-là, dans ce domaine-là, mais vous avez des dirigeants qui gèrent la chose et qui sont en train de mettre en place les organisations, les formations dont vous parlez, etc., etc. Donc ça, c'est interne à chez nous et c'est pas tellement le lieu pour parler de ça ici. Il faudrait répondre à la dame sur les. Oui. Sur les horaires. Allez, je fais une dernière réponse à la dame là-bas et après je reprends une série. Vous inquiétez pas. Alors, donc, elle avait posé une question quand même sur les horaires. Oui, oui, donc il y avait une question sur les horaires qui semble importante. Donc c'est vous, mesdames, je vous vois derrière le projecteur. Donc si j'ai bien compris, donc aujourd'hui, enfin, jusqu'alors vous preniez un train qui était autour de 7h20 et qui aujourd'hui part à 7h06, c'est ça, hein, et qui fait, alors j'ai noté les horaires en quelque part, qui fait, j'ai plus 7 heures, qui met 45 minutes environ pour arriver à Limoges. Et après il y a le suivant. Bon, pardon. Voilà. Donc ce train-là, là, j'ai pas en tête, je vous avoue, moi les horaires par cœur. Ce train-là, c'est un train qui s'arrête partout. Donc et avant, voilà, avant, il devait peut-être ne pas s'arrêter partout. Et à l'inverse, c'est le suivant qui a un seul arrêt à Saint-Sulpice, je crois. Voilà, et qui met effectivement une bonne trentaine de minutes. Alors, s'il revient, on va essayer de je pense que l'horaire, enfin a priori, a dû être modifié à cause des travaux. Hein. On imagine que c'est ça. Ouais. Ouais. Qu'il en manque un. Non, mais... Alors, on va... Allez-y, pardon, finissez. Enfin, là, ce qu'il faut... Attendez, je voulais savoir... Ce qu'il faut voir, c'est que là, on est dans une période de travaux très chargée. Hein, donc, on en parle depuis tout à l'heure, liés aux IPCS, avec ce qu'on appelle des plages travaux, bon bref, qui font que, à certains moments, sur ces travaux chargés et difficiles, voilà, on peut pas faire autrement. On est obligé d'adapter nos circulations. D'où certainement la disparition de ce troisième train. Là, justement, j'étais en train de regarder tout à l'heure. Donc, enfin, sur les projets que j'ai, moi, j'ai 3 trains qui reviennent. Donc, oui, pour décembre. En décembre prochain. Oui. Non, les travaux ne sont pas finis parce que vous avez les IPCS maintenant et ensuite vous avez la GOP qui démarre. Ah non, mais sur cette partie-là, vous avez la GOP qui démarre au mois de juillet, hein, ça doit être ça, au mois de juillet, et au moins jusqu'en septembre, octobre. Donc voilà, si vous voulez, on ne peut pas non plus pour la visibilité des horaires, on ne peut pas modifier pour une semaine les horaires, pour un mois, pour 2 mois, et ainsi de suite, quoi. Il faut donner de la visibilité aux usagers. C'est pour ça qu'à mon avis, jusqu'en décembre, on a laissé les mêmes horaires, quoi. Alors, madame, allez-y, attendez. Je vais vous donner le micro, monsieur, vous inquiétez pas. Allez-y, madame, allez-y. La GOP. C'est quoi la GOP? L'opération de régénération de la voie, excusez-moi. Voilà. En gare de quelqu'un qui peut pas prendre qui arrive, qui a un train annulé, prend le second train, il peut avoir une contravention puisque c'est pas le bon train qu'il a, c'est pas le bon billet. Voilà. Et je vous en passe parce que je pourrais vous en dire beaucoup. Voilà. Et je trouve ça, franchement, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens ne prennent plus le train ou rarement, et voilà. Et après, on va nous dire, votre gare n'est pas fréquentée.
Voilà. Voilà ce que je voulais faire remonter, parce que c'est le vécu de tous les jours, c'est des cas concrets, et je pense que ça n'arrive pas en région, tout ça. D'ailleurs, j'ai commencé... Si, je vous confirme que ça arrive sur d'autres territoires de la région. Oui. D'autres territoires, mais peut-être pas, oui. chez nous, les petites gares comme ça. Non, on a l'impression d'être un petit peu les oubliés, parce que tout à l'heure, vous disiez aussi, vous pas oubliés, non, le 1 euro pour pour le train, pour les groupes scolaires. Oui. Nous, c'est très bien, c'est vrai. Mais pour nous, c'est impossible, puisque même pour aller à Limoges en groupe, si l'aller est vers 8 heures, voilà, les enfants ne peuvent pas prendre le train le matin et puis trouver une correspondance qui arrive pour 16h30. Voilà. Et c'est pas que notre gare, c'est toutes les gares de... D'accord, voilà. mais enfin, ça, c'était un petit truc. On ne va pas adapter les trains à toutes les sorties scolaires, on est d'accord? Non, mais je suis d'accord. Mais c'est simplement pour vous dire qu'on est quand même... arriver un peu plus tard. D'accord. Bon. Mais c'est simplement pour dire que tout ça, on se sent un petit peu les isolés, parce que pas de billetterie, pas de compostage, pas de panneau d'information dans une gare, ça manque quand même. Ah, vous n'êtes pas la seule gare de Nouvelle-Aquitaine, hein, ça je vous confirme. Il n'y a pas tout ça. Malheureusement. Monsieur, allez-y. Alors, vous passerez le... Oui, merci de votre invitation. Président de l'Association de défense des services publics de la gare de Saint-Sulpice-Laurière et adhésion au niveau de l'urgence ligne POLT. Moi, je voudrais rebondir sur ce que... Mais je ne voudrais pas surtout monopoliser. Vous parlez de la grille, sur la grille, là, comme quoi il y avait des irrégularités. Donc, je n'ai pas compris vos mouvements sociaux. S'il y a des mouvements sociaux, à mon avis, par tout ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a des raisons et je pense que ça ne va pas être terminé. Concernant les IPCS, écoutez, moi j'ai été cheminot et quand on avait des entreprises spécialisées, effectivement, on avait une voie unique temporaire, qu'on appelait une VUT, et on ne paralysait pas les trains pour ça, les circulations. Donc, c'est quand même bien dommage. Bon, pour passer, Monsieur Lagrave, lorsque vous êtes venu le 19 mai 2016 nous rencontrer, notre association dans notre commune, ainsi que les autres communes, cette rencontre a permis de réaffirmer l'attachement que porte notre bassin de vie en termes de transport ferroviaire de qualité. C'était votre engagement de faire respecter la convention TER en cours et de reconquérir l'usager pour le faire voyager par le rail. Depuis, c'est malheureusement tout le contraire. L'offre de transport TER ne répond plus aux besoins de notre bassin de vie. Et je crois que Madame le maire de Mourioux reflète bien tout ça. Depuis 2007, plus d'arrêts directs d'Intercité dans notre gare. Moins d'articulation avec les TER. On ne peut plus arriver à Paris qu'à 10h20, sinon il faut prendre le train précédent, monter à Limoges ou à la souterraine. Et ça, c'est pas possible. Donc on est à 10h20 le matin et on doit repartir le soir à 17h41, ce qui ne fait que 7 heures à Paris, avec transbordement. Depuis la création des régions, notre gare est située en zone blanche. C'est état de fait, Monsieur Lagrave. Comme vos collègues, la direction SNCF Mobilité qui est ici présente, vous ne pouvez l'ignorer puisque notre association vous a alerté par courrier successif. Nos courriers du 5 octobre 2017, du 14 novembre 2018, du 16 janvier 2019 vous ont été adressés avec AR, c'est-à-dire accusé de réception, vous alertant de courriers d'usagers en colère, excédés et désabusés, sont à ce jour sans réponse. Là, j'ai les noms, je pourrais vous les donner. J'ai personnellement répondu à l'invitation du Conseil régional de Bordeaux, enfin à Bordeaux plutôt, pour la signature du protocole d'accord entre la SNCF Mobilité et le Conseil régional le jeudi 31 janvier dernier. En fin de séance, nous nous sommes entretenus sur ce sujet. Vous sembliez, comme M. Philippe Bru, directeur régional SNCF Mobilité, la région Nouvelle-Aquitaine, vouloir répondre à nos courriers. Pouvez-vous aujourd'hui, Monsieur Lagrave, comme messieurs les cadres de la SNCF, apporter une réponse concrète aux différents courriers que vous avez tous reçus? Je les ai là, si vous ne les avez pas reçus, on va vous les donner, que nous vous avons adressés avec accusé de réception, soutenus par notre municipalité ici présente, représentée par Monsieur Calvès, adjoint au maire. C'est ma première question. Déjà, je voudrais que vous puissiez nous répondre un petit peu, parce qu'on a quand même des personnes, des usagers, des abusés à qui on n'a pas répondu, ni à notre association,
ni à la municipalité. Donc je voudrais vous poser la question, pourquoi, Monsieur Lagrave, le 31 janvier, avec Monsieur Philippe Bru, nous avons échangé, pas très longtemps, mais vous m'aviez promis de répondre. Voilà ma première question. En comité de ligne du 13 septembre 2018 à Limoges, notre association était représentée. Également, Monsieur Perrault, notre maire, est intervenu pour le TER de 5h40 au départ de Limoges, qui ne s'arrête que le lundi dans notre gare, pas les autres jours. Ce TER est essentiel pour l'irrigation de notre territoire. De plus, il serait souhaitable de recevoir les propositions des futures grilles horaires afin de pouvoir étudier celles-ci. Je m'explique. Celles de septembre, nous les avions eues pour le 9 décembre, je crois. Il y a eu un rectificatif le 17 janvier et nous ne l'avons pas reçu. Donc ici, en plus, il y a un car qui part de Saint-Sulpice et je voudrais savoir à quoi il sert. Bon, déjà. Donc en plus, ça nous permettrait d'avoir une réflexion là-dessus pour le besoin des populations. C'est ma deuxième question. Notre gare de Saint-Sulpice-Laurière, bifurcation de deux grands axes Toulouse-Limoges, Paris et Bordeaux-Lyon, doit retrouver un aller-retour quotidien, et ça je m'adresse à la SNCF. On n'a pas manqué non plus de courrier avec M. Pépi et Mme Rossi, par une desserte intercité le matin et le soir avec une bonne articulation TER pour les autres trains intercités. Notre gare intermédiaire, placée sur la ligne POLT, dont l'exploitation commerciale doit sortir renforcée par une adaptation plus fine des arrêts, en adéquation avec les attentes des populations. Pouvons-nous prétendre avoir un peu plus de considération et de respect pour enfin étudier ensemble d'une desserte ferroviaire de qualité qui réponde aux besoins de notre bassin de vie qui compte pas moins de 13 communes concernées, dont celle de Mourioux. Pour l'attractivité de nos territoires, les usagers, le conseil régional, la direction SNCF ici présente, chacune de ces parties appréciera, car inévitablement, il y aura un flux supplémentaire d'usagers sur ces deux axes. Il est à préciser que notre gare a tous les atouts d'une grande ligne et d'une grande gare pour recevoir des trains intercités, adaptés et recevoir éventuellement des PMR et garer des trains fret, puisqu'on refait quand même pratiquement tout le triage. Donc voilà mes questions. L'autre question, pour le 17 mai, vous nous avez également invités à la région à Bordeaux, mais nous ne pourrons pas, par manque de train, pouvoir répondre et être à l'heure à 10h au Conseil régional. Donc on voit bien qu'on a un problème à la souterraine, à Guéret, à Saint-Sulpice-Laurière, pour aller à Bordeaux, que ce soit pour les élus, pour les associations ou pour les usagers. Merci. Derrière vous, monsieur. Derrière vous. Oui, bonjour. Nous représentons ici le comité de défense du rail de la région montluçonnaise. Nous sommes contents de venir à la souterraine rencontrer les responsables de Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est plus facile que de rencontrer ceux de l'Auvergne. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas de comité de ligne en Auvergne-Rhône-Alpes ? Pas du tout. Ah bon ? Non, voyez-vous, on a transféré tout aux régions, mais il y a des incohérences manifestes, puisque les régions ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Il arrive même d'ailleurs qu'on ne soit pas du tout d'accord sur le nombre de trains, sur les investissements. Bref, je ne comprends pas qu'il y a quand même une association des régions de France et qu'on n'ait pas au moins cherché un minimum de cohérence entre les régions. Non, c'est pas ça, monsieur. Je me permets juste de... Vous allez voir, je vais vous couper 20 secondes. Oui. Il y a des régions qui font cet exercice de démocratie de proximité pour discuter avec les gens, et d'autres régions qui ont décidé de ne pas le faire. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Non, mais j'ai bien remarqué. Cette méthode-là, on ne l'impose pas, on l'a choisie. Et nous, on l'a choisie. Ah, il me semble qu'il aurait pu y avoir quand même une disposition dans la loi qui a transféré le transfert aux régions, une disposition qui prévoit. Mais là, j'étais pas né, c'était en 2002. On nous a suffisamment parlé de démocratie participative et ainsi de suite. Bref, je voudrais rassurer l'intervenant précédent et peut-être madame. Si c'est difficile d'ici à aller à Bordeaux, sachez que de Montluçon pour aller à Lyon, c'est aussi le parcours du combattant. Pourtant, Montluçon est la deuxième ligne d'Auvergne. J'en perds mes papiers. Vous voyez, ça me trouble. Je voulais vous parler surtout de la desserte que vous avez bien voulu
continuer de Guéret à Montluçon et espérer qu'un jour elle irait jusqu'à Lyon. C'est une avancée. Sauf que à Montluçon, pendant quelque temps, la desserte arrivait à 10h36 et le train que les usagers auraient pu prendre pour aller plus loin était aussi à 10h36. Donc, ce qui complique singulièrement la chose. On se demande même d'ailleurs s'il y a des relations interrégionales entre Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être même avec d'autres régions. On se demande vraiment si vous voyez de temps en temps pour essayer d'améliorer les choses. Je vous confirme qu'avec Pays de Loire, région Centre, Val de Loire, Occitanie et même le Pays Basque, tout se passe très bien. Alors donc, nous regrettons vraiment d'habiter un territoire d'exception. J'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait, d'accord. Oui, mais il faut quand même penser aux gens qui habitent le territoire et pas forcément à ceux qui le dirigent. C'est pas faute. Ah non, mais moi, c'est pas les dirigeants. Attendez. Moi, je mets personne en cause. D'accord. Au moment où on reprend les TET en 2017, les trains d'équilibre du territoire, parce que c'est vrai que au bout d'un moment, même moi, si je suis pas dans la maison, j'utilise aussi les acronymes, donc il faut que je me soigne. Ouais. Donc les trains d'équilibre du territoire Bordeaux-Lyon, on récupère Bordeaux-Lyon. Et la discussion qu'on avait avec les services de l'État, c'était que c'était un transfert, enfin une récupération par les régions à l'époque. Nous, on pouvait jouer que sur notre région à nous. Non, mais voilà. Tout à fait. Mais après, je vous cache pas qu'il y a eu des réunions, puisque j'y étais, ma pomme, dans lesquelles la région que vous citez était présente, mais ils n'ont pas souhaité reprendre les TET. Voilà, c'est des choix politiques après. Hein, voilà. Ce sont des choix politiques. Enfin bon, vous savez, tous les choix, reprendre les TET, c'est très bien, sauf que vous n'aviez quand même aucune assurance sur l'état de l'infrastructure, ce qui ne vous permet pas d'avoir des TET de qualité. Et ça, je ne comprends pas d'ailleurs que les régions aient sauté le pas, alors qu'il était facile de savoir que le réseau est dans un état absolument déplorable. Malgré les quelques améliorations qui ont été citées tout à l'heure, ça reste encore beaucoup à faire. Donc, on a un petit peu amélioré la correspondance à Montluçon, puisque le train de Bordeaux arrive toujours à 10h36. Et le train qui part sur Clermont-Ferrand à 10h42. Donc, il y a 6 minutes, il faut se dépêcher, mais il y a 6 minutes. Sauf que, la plupart du temps, le train qui vient de Bordeaux est en retard. On ne sait pas pourquoi, puisque entre Guéret et Montluçon, il n'y a aucune autre circulation qui croise, donc ça ne gêne pas. Donc c'est au-delà. Il arrive tellement en retard, et avec des retards conséquents, qu'il nous reste à prendre que le train qui part à midi de Montluçon. Il faut savoir aussi que les usagers qui prennent ce train sont en grand nombre pour continuer au-delà de Montluçon. Ce qui veut dire qu'une relation Bordeaux-Lyon serait d'une utilité incontestable. Donc, il va falloir faire quelque chose sur cette relation. Ma deuxième question concerne le plan de sauvegarde qui a été décidé en région Nouvelle-Aquitaine il y a peu de temps. Je voulais savoir si les lignes qui nous intéressent, c'est-à-dire Guéret et Montluçon, font partie de ce plan de sauvegarde et qu'est-ce qu'on va y faire. Et la troisième et la dernière question, ça concerne les discussions qui ont eu lieu entre les régions et le préfet Philizot, qui a remis un rapport sur les lignes 7 à 9 et qui va être en débat à l'Assemblée nationale fin juin. Alors, là, demain. À l'Assemblée nationale demain. Ah, ben pour une fois, on va vite. On va pas, bon, façon de parler. Mais on voudrait bien savoir quand même quel a été l'état des discussions, puisque nous avons cette particularité, c'est-à-dire de n'avoir, en gros, dans le Massif central, que des lignes 7 à 9, à part Clermont-Paris et le POLT. Toutes les autres sont soumises à ce qu'on voudra bien en faire en haut lieu. Alors, derrière vous, monsieur, faites passer, comme ça on fait une remontada. Voilà, juste une petite intervention sur la ligne, la souterraine Bordeaux. Le 30 mai, j'arrive à l'aéroport à 15h50 à Bordeaux et je voudrais... Prochain ? Oui. 30 mai prochain ? Oui. Et je voudrais rentrer à la souterraine. Donc j'ai regardé les horaires. Ben, les horaires, ça me donne le lendemain. Donc obligé de passer une nuit à Bordeaux. Voilà, c'est tout.
faites un petit détour par le plus beau département de la région, c'est-à-dire les Landes, et vous pouvez passer une nuit extraordinaire, vous allez voir, mangerez bien, tout ça. Non, je plaisante. Mais c'est vrai, j'ai compris. Allez-y. Oui, juste une question, on est parce d'accord, qu'on a 40 réfugiés politiques à la souterraine, et il y a des cartes solidaires qui ont été faites par le Conseil régional. Réfugiés politiques? Oui. Hein, donc, il y a une carte solidaire, et là j'ai un message tout à l'heure. Comment on fait auprès du Conseil régional pour avoir cette carte solidaire? D'ailleurs, il y en a qui les ont déjà, oui. Mais la tarification, donc que ce soit dans les cars ou je crois que dans les trains maintenant ils ont été formés, mais personne n'était formé. Dans les cars, c'est pas. Hein? Dans les cars, c'est pas encore activé. Ça va être activé, pas encore activé au 1er janvier 2020. Ouais, parce qu'ils payent plein de tarifs. Ils ont une carte solidaire et ils payent plein de tarifs, quoi. Mais sur le tarif solidaire, ça sera de la même manière. Au lieu de payer 2 €, ils payeront 40 centimes. D'accord. Voilà. Donc, mais sur les bus, on l'a voté le 12 avril et ça sera mis en place sur l'ensemble de la région au 1er janvier 2020. Sur les TER, le tarif solidaire, il est appliqué. Juste derrière. Merci. Donc, Étienne Lejeune, président de la communauté de communes et premier adjoint au maire de la Souterraine. Simplement, deux petites questions très, très rapides. Vous disiez tout à l'heure que c'était pas le lieu pour parler de l'organisation de la SNCF. Alors effectivement, tous les acronymes, moi je ne les comprends pas. Je ne suis pas cheminot, je le précise. Cependant, derrière les discours et les stratégies de l'entreprise, c'est les usagers et nous qui en subissons les conséquences. Parler, par exemple, deux exemples très rapides. On parlait de la digitalisation tout à l'heure. Alors, de la digitalisation de l'offre commerciale par les guichets progressives ou la digitalisation du trafic avec ces fameux portiques numériques. Les conséquences chez nous, elles sont concrètes derrière, puisque alors c'est déjà de la perte d'emploi dans un territoire qui est quand même en mutation économique suite à la catastrophe que tout le monde connaît. Et derrière, c'est aussi des services en moins. Par exemple, ça a été abordé tout à l'heure plusieurs fois et vous l'avez vous-même confirmé au niveau de la SNCF. Il y aura les premiers trains et les derniers trains qui seront sans agents. Ça veut dire avec une gare qui est, quand je parle de la gare, c'est le bâtiment qui sera fermé aux usagers. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on attende le train du matin ou le train du soir dehors. En termes de progrès, il me semble qu'on a déjà fait mieux. Pareil pour les travaux. Alors ici, c'est pas forcément le lieu de parler de l'externalisation. Effectivement, je suis d'accord. Sauf que les conséquences directes, c'est nous qui les subissons. Alors là, j'ai une petite question, très naïve peut-être et très profane. Pourquoi les week-ends de travaux où les trains ne circulent pas sont toujours les plus gros week-ends, style l'Ascension ou Pâques, qui sont des week-ends quand même très très importants pour nos populations. Et enfin, derrière, moi, il me semble qu'il y a un décalage et j'aimerais comprendre comment on peut le résoudre entre le discours et la volonté politique qui est affichée et à laquelle je souscris pleinement, et derrière la réalité des faits. On parlait tout à l'heure d'offres covoiturage pour encourager les gens pour des raisons climatiques, environnementales ou même lorsqu'on abordait le fret, d'encourager les gens à prendre le train. J'y souscris pleinement et je suis complètement d'accord. Sauf qu'on voit bien qu'au quotidien, c'est bien l'inverse dans les faits qui se passe. C'est moins de trains ou alors des services de moindre qualité. Enfin, madame parlait tout à l'heure de 20 minutes de plus pour aller à Limoges le matin. 20 minutes de plus pour aller à Limoges le matin, pour nous, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça veut dire que ça devient beaucoup plus intéressant en termes de temps de prendre la voiture. Et une fois que les gens auront pris l'habitude de prendre la voiture et de covoiturer à 5 dans une voiture, ils n'auront plus le réflexe de prendre le train. Donc comment on fait pour mettre en corrélation la volonté politique à laquelle on souscrit et les actes derrière, sur lesquels on voit bien qu'il y a un décalage de plus en plus profond? Tout le monde a levé la main. Ah, vous n'avez pas fini. Alors attendez, allez-y, madame. Bonjour, je représente le Codégaz, l'association du Codégaz, qui est le comité de défense des services publics et de la gare de Saint-Sébastien, en Creuse. Alors j'ai tout d'abord 3 petites questions concernant des TER et des cartes de remplacement, mais je n'ai pas les horaires, je n'ai le numéro des TER. Alors première question, y a-t-il des évolutions intercités annoncées, notamment le retour de l'ex 3651 qui faisait correspondance avec le TER 861-461? Oui, j'espère que ça vous parle. Peut-être aux techniciens, mais pas à moi.
Si je commence à commander tous les numéros de train de la nouvelle région, Alors malheureusement, faut que je me transforme en ordinateur, là, mais ça je va vais pas être possible. continuer, mais en espérant que Mais ça c'est de vous- l'intercité, ça, c'est ça Oui, que vous êtes. Oui, oui. Ouais, d'accord. Bon, enfin, je sais pas si quelqu'un pourra répondre, mais enfin, en tout cas, c'est pas nous qui commandons les intercités, on est d'accord. Hein. C'est aussi la SNCF qui est présente. Donc, bon, Ah d'accord, mais si la SNCF peut répondre sur les intercités, Voilà. pas la région en tout cas. D'accord. Par rapport à la suppression éventuelle aussi d'un des 2 TER du matin vers Limoges, à Saint-Sébastien. Vous voudrez savoir ce qui va se passer. Et troisième petite Vous avez la question. grille horaire, madame, juste là. Oui. Vous l'avez sur la grille horaire, il est supprimé sur la grille horaire ou pas Ça a été annoncé. Non. Alors là, j'ai Attendez, pas regardé on peut annoncer des choses et puis après, il faut vérifier sur le tableau que vous avez là, est-ce que le TER dont vous parlez, il est supprimé ou pas? C'est ça la question. Je regarderai. Voilà, regardez parce que ça, c'est la grille horaire qui est distribuée aujourd'hui pour le comité de ligne, pour le service, pour le D'accord. prochain service. Donc, dernière petite question, avant une remarque et une dernière question encore. Le car qui remplace le TER 861-443 s'arrête en août. Qu'est-ce qui se passera après? Voilà, S'arrête nous avons- en août? Oui. Oui, c'est pendant la durée des travaux. Ouais. Là, sur la nouvelle grille horaire, il est prévu circuler que le lundi. Donc en fait, nous, on a eu beaucoup de questions des abonnés, justement, des abonnés de travail, savoir si soit le car allait continuer, mais bon, mis à part, je crois, quelques usagers à Saint-Sébastien, à la souterraine, personne ne le prend, ce car, puisqu'il arrive trop tard à Châteauroux. Donc savoir si, soit il va y avoir donc continuité du car, ou enfin voilà, comment faire, parce qu'en fait il y aura plus de TER du mardi jusqu'au vendredi. Et ma question, ça allait être celle-ci. C'est celle-là. Voilà, c'était Ok. voilà, je voulais non mais attendez. Ah pardon. Je voulais savoir justement pour les abonnés de travail qui achètent un pass Nouvelle-Aquitaine. Donc, Non, ils achètent un pass Modalis. oui, enfin Modalis, pardon, excusez-moi. Ah oui, parce que dans Oui, Nouvelle... mais c'est tout Non, nouveau, mais je dans n'ai pas eu Modalis- l'occasion d'en vendre. Non, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne. Modalis, c'est la carte multimodale qui permet de faire à la fois du train, du bus et du service quand l'agglomération, ici comme celle de Limoges, comme les autres, auront intégré aussi leur service sur la carte Modalis. Vous n'aurez plus qu'une seule carte. Oui, mais enfin, Avec c'est bien. le tout. Oui, Non, mais je d'accord. le précise Oui, pour oui, celles non, et ceux mais qui connaissent pas. C'est super, c'est très joli, Modalis. Ah bah super. Ça chante bien. Ouais, Merci. mais enfin, il faudrait pouvoir quand même s'en servir parce que ces abonnés, s'ils ont une carte Modalis mais pas de TER, comment ils vont faire pour aller au boulot? Il leur reste une solution, c'est d'accord. l'Intercité. Attendez, c'est l'Intercité le matin du coup. Sauf qu'à un moment donné, Intercité ne voulait plus qu'on vende les passes Intercité avec la carte Modalis, puisque c'est la carte Modalis maintenant. Donc je voulais savoir justement si... ne veut pas prendre des billets sur Modalis. Les abonnements. Voilà, C'est ça que vous êtes en train de me dire. En fait, Intercité ne veut pas que les abonnés Modalis montent dans les Intercités D'accord, j'ai avec compris. le pass Intercité qu'on J'ai compris. vendait par Ça, je vais semaine ou regarder. par mois. Ça, je vais regarder Donc parce moi, que je je voudrais pensais une que c'était réponse traité. parce que les abonnés nous, Je l'ai nous pas. demandent On va vous la régulièrement donner. ce qu'il en est de ces passes Intercités, savoir si on va pouvoir continuer à les vendre ou pas, et notamment sur la relation la souterraine Châteauroux, puisque c'est cette relation où il y a J'ai compris. plus de TER. Oui, j'ai compris. Madame, vous aviez une dernière Alors, oui, question. Donc, Allez-y. une remarque. Avant 2017, on avait 3 dessertes fonctionnelles depuis Paris en fin d'après-midi, 15h52, 16h52, 17h52. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule à 17h41. Voilà, et je terminerai. C'est encore TET, on est d'accord. Ouais, c'est des intercités. Hein. Ouais. Exactement, c'est ça. Durant cette année, on a eu le maintien des guichets, mais avec de nombreux jours de fermeture par manque de personnel. Puis l'instauration d'un supplément pour les usagers TER montant sans billets, supplément annulé ensuite. Puis l'interdiction du paiement par chèque pour les usagers des petites gares, annulé ensuite. Puis la suppression de dessertes TER remplacées par des cars à cause de la télécommande de la souterraine. Ne pensez-vous pas que toutes ces annonces contradictoires sont contre-productives pour promouvoir l'utilisation du TER en Nouvelle-Aquitaine? Va-t-on en avoir encore d'autres comme ça dans les mois qui viennent? Merci. Alors, j'avais une dernière main et après, on fait les réponses et il sera pile poil l'heure. Impeccable. Allez-y, monsieur. Oui, Jean-Louis Camus, FNOT. Moi, je voulais parler d'une ligne qui a disparu des radars et même des cartes ferroviaires et qui, à ma connaissance, fait toujours partie du réseau ferré national. C'est Montluçon-Ussel. C'est l'ancienne ligne 12 sur la région Limousin.
Alors, depuis avril 2008, les circulations ont été suspendues. Hein, pour des raisons de sécurité, nous a-t-on dit. En fait, c'est par manque d'entretien, hein, pour être clair. Le Conseil régional, à l'époque, il nous avait dit qu'il donnait la priorité à la ligne 8. La ligne 8, c'est Limoges-Ussel, hein, parce qu'à l'époque, il fallait rabattre les voyageurs sur Limoges pour prendre la LGV Limoges-Poitiers. Voilà. Alors, moi, je crois savoir qu'elle est un peu abandonnée, cette ligne. Hein. Bon. Voilà. Alors, pour nous rassurer, hein, on nous avait promis que la voie serait maintenue en état, hein, pour reprendre des circulations dès qu'on pourrait. Alors, il y a bien eu quelques débroussaillages, il y a eu, bon, épisodiques, mais pas grand-chose de fait. Et puis, on a même des passages à niveau qui ont été, les rails ont été supprimés et du goudron mis à la place. On ne sait pas trop pourquoi. Hein, ça, c'est pas toujours avantageux pour la route en plus, et ça péjore effectivement des possibilités de reprise. Alors, les conséquences, ben, la desserte, il y avait eu des cartes de substitution, Montluçon-Ussel dans un premier temps. On nous avait même dit qu'avec des cars, on allait desservir beaucoup plus facilement les territoires et qu'il y aurait beaucoup plus de monde. En fait, il y en a eu de moins en moins, comme ça se passe d'habitude, hein, et les cars ont été supprimés. Voilà. Donc, en fait, maintenant, il y a du transport à demande, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, les voyageurs, ben, ils sont contraints de prendre leur voiture. Alors, s'ils le peuvent, hein, s'ils en ont une, s'ils sont en capacité de conduire, ou si l'état des routes le permet, en particulier l'hiver. Il arrive qu'il y ait de la neige et du verglas, hein, dans cette zone. Alors, il y a non seulement la population locale qui est intéressée, mais aussi il y a des voyageurs qui se dirigeaient vers des stations thermales. Il y avait Évaux-les-Bains, il y avait la Bourboule, il y avait le Mont d'Or, les stations thermales ou de sports d'hiver. La Bourboule, le Mont d'Or, c'est aussi des sports d'hiver, et il est impossible d'y aller par le train. Alors, il y a aussi l'effet réseau, hein, donc c'est un peu le château de cartes. Hein. On a maintenant du Limoges Clermont-Ferrand, pardon, qui est impossible, qui est interrompu. Donc c'est un territoire qui va être complètement abandonné. On parlait tout à l'heure du fret. Alors le fret, c'est pareil. On avait une gare bois qui devait s'installer à l'Etrade, donc sur Montluçon-Ussel. Hein, ils devaient fabriquer des granulés pour le chauffage. Et bien, quand ils ont su que la ligne qu'il n'y aurait plus de train, et bien, ils se sont installés au bord de l'autoroute. Au lieu d'avoir des wagons, on a des camions. Alors, ça paraît complètement aberrant, oui. On dit qu'on veut réduire les émissions de CO2, les particules, etc. Donc, c'est au détriment de la pollution et c'est aussi au détriment de la sécurité. Donc, pour nous, il est nécessaire de rétablir la circulation sur cette ligne dès qu'il sera possible, au lieu de faire une voie verte comme j'ai pu l'entendre en projet. Merci. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, je vais essayer de répondre à ce que je peux répondre, et puis les uns et les autres, vous hésitez surtout pas, puis il y a des réponses sur lesquelles je n'ai pas forcément le tout. D'abord, Madame le maire, vous dire tout simplement merci d'abord de ce témoignage, parce qu'il corrobore ce qu'on vit sur pas mal de territoires de la région. Aujourd'hui, dans le schéma de distribution dont j'ai parlé tout à l'heure, par rapport aux gares, je ne reviens pas sur le désengagement, très bien. La réalité, c'est qu'on a demandé, et je réponds à ça au président de la communauté de communes aussi, à ce qu'il y ait l'ouverture de la gare qui soit assurée dans la discussion qu'on a avec les territoires. On a également demandé, depuis que la SNCF a fait le choix de fermer les guichets, à ce qu'on ait des distributeurs automatiques. Figurez-vous qu'on est en 2019, il n'y a plus de distributeurs automatiques en France et en Navarre. Ça n'existe plus. Donc paraît-il qu'il n'y a même pas de fabricants et ainsi de suite. Donc j'en suis là, à l'heure où je vous parle, à essayer de trouver une start-up qui peut peut-être nous créer un guichet automatique. Donc évidemment, à chaque fois, on m'explique, ça va coûter très cher, ça va machin, ça va truc. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, même en payant, hein, on était d'accord pour payer les guichets. Il n'y a plus de guichets. Donc même quand vous faites une nouvelle halte TER sur certains territoires, notamment en milieu urbain,
Là, vous n'avez pas de guichet. Vous avez déjà pas de guichet, mais sur les haltes TER, normalement, on est censé mettre un distributeur. Il n'y a plus de distributeur. Donc, pour moi, c'est pas aujourd'hui satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Les panneaux d'information, aujourd'hui, c'est un choix, et c'est ce qu'on a demandé à SNCF, c'est de déployer ces panneaux partout où on pouvait le faire. J'espère que ce sera le cas dans votre gare un jour. Je ne peux pas vous dire quand, mais nous, pour être très clair, ces systèmes d'information, aujourd'hui, l'information voyageur, si vous voulez, ça s'est un peu amélioré, mais il y a encore beaucoup de travail. Et le beaucoup de travail, c'est effectivement qu'on puisse avoir aujourd'hui, et il y en a, force est de constater, hein, pour quand même voir quand même pas mal de gares, il y en a de plus en plus sur beaucoup de territoires, mais pas partout. Et donc, il faut qu'on puisse effectivement en mettre partout et qu'il y ait de l'information voyageur qui puisse être poussée aux usagers, qu'ils soient abonnés ou pas d'ailleurs, mais qu'ils aient l'information à partir du moment où ils souhaitent prendre le train. C'est fait partie des priorités. D'où le fait, je reviens sur la dame qui est partie, je reviens pas sur la dame d'ailleurs, je reviens sur la question de la dame qui est partie, sur la question de Modalis. Alors on peut dire, il n'y a pas encore Intercité, très bien, mais enfin on a déjà aujourd'hui, grâce à Modalis, une information pour les transports qui n'est pas tout à fait la même que la SNCF. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, pour faire un parcours, la SNCF vous propose au hasard des cars présidentiels, je les appelle comme ça, vous savez, les cars Macron, Flixbus, pour ne pas les citer. Sur l'application Modalis, vous ne les trouverez pas. Il y a du train et des cars qui sont commandés par la région, mais vous ne trouverez pas d'autres opérations, et y compris parfois des bus opérés par la SNCF ou par d'autres d'ailleurs, qui sont en concurrence avec les TER. Donc vous avez bien compris que nous, vous ne trouverez pas ça sur le système d'information Modalis. Et je le dis ici, la communauté d'agglomération de Guéret, qui fait partie du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité, va passer son système également de réseau urbain sur Modalis. Ce qui veut dire que pour celles et ceux qui vont travailler à Guéret et qui ont un abonnement soit en bus, soit en train pour venir de je ne sais où, eh bien, auront la possibilité, avec la même carte ou la même application, puisqu'il y aura les deux, de pouvoir faire en sorte d'avoir un seul et même outil. C'est aujourd'hui une réalité. Donc, ce qui veut dire que, pour vous répondre, pour être très clair, je vais vous laisser ma carte et vous allez m'envoyer les noms des deux personnes. Pourquoi ? Parce que cette affaire, pour moi, est totalement scandaleuse. Je le dis comme je me suis exprimé, et je ne le dis pas aux agents qui sont là, je me suis exprimé en cela au directeur régional de la SNCF et au directeur national de mobilité. Pourquoi ? Ils ont décidé, comme ça, du jour au lendemain, de mettre des amendes dans les trains au 20 mars, sans prévenir la région. Et vous avez vu fleurir des panneaux partout dans les gares, où, hein, à partir du 20 mars, machin, tout ça et tout. Nous, ils ne nous ont pas prévenus. Donc je vous annonce la couleur, c'est que quand on l'a découvert, parce que quand même, je sais bien qu'on a l'air comme ça un peu... mais enfin, la réalité, c'est quand même qu'on sait nous trouver, puis surtout, moi, je prends le train, donc comme ça, au moins, je sais le voir. Et donc, quand je vois les panneaux, ou quand il y a des panneaux d'ailleurs qui datent dans les TER, je suis le premier à gueuler. Et celui-là, quand je suis tombé dessus, manque de bol, là, pour le coup, on a eu une petite explication de gravure. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il y a un choix qui est opéré pour faire en sorte de lutter contre la fraude, je n'ai rien contre. Parce que vous ayez quand même une idée des chiffres, on est à 90 millions de fraudes en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Donc je vous annonce tout de suite la couleur que pour ce qui nous concerne, on est d'accord pour lutter contre la fraude. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pas n'importe comment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ces questions-là, à partir du moment où vous êtes dans une gare, c'est le cas madame, où il n'y a pas de distributeur, on ne peut pas composter, vous n'avez peut-être même pas l'accès au très haut débit, j'en sais rien, je ne connais pas votre commune. C'est le cas dans une commune que je connais bien dans les Landes, qui est exactement dans le même cas que vous. Donc, à partir de ce moment-là, comment on fait ? Moi, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, on a trouvé un accord avec la SNCF pour que, effectivement, si vous vous présentez spontanément, hein, parce que on a compris. L'autre jour, j'en avais un dans le TER qui me disait non, mais c'est pas la peine, c'est pas grave, je vais pas être contrôlé. Bon, il a été contrôlé et puis normalement, et c'est normal d'ailleurs, il prend. Enfin, il paye son amende. Mais là, vous vous présentez spontanément à un contrôleur, vous dites écoutez, moi, il n'y a pas de DAB, j'ai pas pu faire un. Vous payez le prix du TER. Point barre. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que moi, celui qui a eu l'amende à cause de ça, vous me l'envoyez, on va régler ça avec la SNCF. C'est pas possible ? Si, c'est possible.
Vous allez voir que ça va être possible. Moi, je vais m'en occuper personnellement. D'autant plus que dans nos TER, il y a un wagon. Donc, oui, mais c'est pour ça. Le contrôleur voit monter les gens. Mais non seulement il le voit, mais en plus, si jamais la personne va se présenter, c'est le geste qu'il faut faire, hein, c'est va se présenter au contrôleur et dit, écoutez, voilà, moi, il n'y avait pas de DAB, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de truc, j'ai pas pu, donc je paye mon billet, c'est le prix du train, et c'est pas avec je sais pas combien de plus. Voilà. En Nouvelle-Aquitaine, c'est comme ça. Mais une petite affiche en gare en disant se présenter tout de suite au contrôleur serait bienvenue aussi. C'est une demande formulée par la région d'ores et déjà. Alors, sur la question du travail technique avec les autres régions, j'ai répondu et en même temps, je veux vous dire que par rapport à la correspondance à Montluçon, on est en train de travailler techniquement parce que, bon, il peut y avoir des sujets, puis après on essaye quand même de travailler techniquement. Donc on est en train d'y bosser pour que justement on ait un peu plus d'écart. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, je ne reviens pas, hein, il y a les travaux, donc avec les travaux, vous pouvez avoir du retard, la livraison de la voie peut être en retard, et ainsi de suite. Donc effectivement, 36-42, ça doit être un peu justote. Donc ce qui veut dire qu'on est en train de travailler pour réajuster les choses avec les techniciens là-bas. Ensuite, vous m'avez posé la question du schéma d'investissement, qui est en rapport avec plusieurs autres questions, qui sont, je le dis très simplement, totalement centrales. Parce qu'on peut se parler des heures hein, de plein de sujets, mais à la fin, c'est le réseau. Hein. Je l'ai dit en introduction, je le répète, s'il n'y a pas d'investissement sur le réseau, on pourra faire des comités de ligne jusqu'à la fin des temps, et on pourra dire il faudrait ceci, il faudrait cela. Donc, d'où le fait qu'il faut entendre aussi le fait que pendant qu'il y a des travaux, bah, effectivement, il peut y avoir des trains en retard, il peut y avoir des trains ceci, il peut y avoir des trains cela. Et on décale les horaires en fonction de ça. D'où le fait que ça explique un certain nombre de choses qu'on peut évoluer, notamment sur les horaires qu'évoquait Madame tout à l'heure, ou des problèmes survenus à l'occasion justement de ces travaux. Encore une fois, c'est pas ce que je suis en train de vous dire est vrai sur toutes les lignes. Hein. C'est pas une spéciale parce que c'est la vérité sur toutes les lignes. On a des lignes qui ne sont pas forcément rendues en temps et en heure sur certains, enfin qui sont pas rendues à mobilité en temps et en heure et qui occasionnent un certain nombre de retards. Et il peut y avoir des retards parce qu'il y a des limitations de vitesse de temps en temps. Sur la question du schéma d'investissement, on a effectivement voté le 12 avril une délibération qui, moi je la qualifie, mais vu de, puisque je l'ai présentée, je l'ai fait voter, mais vu de moi, comme totalement centrale sur la question du ferroviaire. Moi, tout ce qu'on peut évoquer sur, et ce qu'on évoque aujourd'hui, les horaires, les tarifs, c'est extrêmement important. Et à la fin, c'est comment on fait pour faire rouler tout ça. Donc, pour moi, c'est une délibération totalement structurante dans laquelle nous, on a souhaité, premièrement, que les 60 millions d'euros de péage dont je vous parlais en introduction, qui vont à SNCF Réseau, nous ayons, nous, une transparence de tout ce qui se fait sur la région Nouvelle-Aquitaine. Premièrement, et qu'elle soit affectée sur les lignes qui sont aujourd'hui dans une très grande difficulté. Pour être très clair, avec des ralentissements à 40 km/h sur certaines lignes, Bordeaux-Nantes pour ne pas le citer, et d'autres lignes qui sont, dans le langage réseau, suspendues, dans le langage la grave, fermées. Aux voyageurs, en tout état de cause, aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce schéma, il demande ça. Il demande ensuite une révision du contrat de plan État-région. Pourquoi ? Dans le contrat de plan État-région, c'est là où les régions, Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, avaient signé ça en décembre 2015. Et c'est dans ce cadre-là qu'elles investissent sur le réseau ferroviaire hors de leurs compétences, je le répète. Et le réseau, tout, la totale. Tout le réseau ferroviaire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous demandons à ce que ce soit un seul et même contrat de plan. La ministre dit oui, le préfet qui est parti aider les policiers à Paris, là, nous a dit non, ça va pas être possible. Donc on espère qu'on va pouvoir le rendre possible très vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a du redéploiement au vu des urgences. On a des lignes, Limoges, Angoulême, fermées. C'est pas entendable aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut qu'on... les montants varient, mais enfin, il y a quand même quelques dizaines de millions d'euros à mettre sur la table. En gros, il y a 1,2 milliard d'ici à 4-5 ans en Nouvelle-Aquitaine pour sauver le réseau.
Donc on a voté le fait qu'on puisse redéployer les CPER et on s'est même projeté sur la suite en disant grosso modo la région est prête à investir 552 millions d'euros dans les prochaines années pour sauver le réseau de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est un engagement très fort qui va nous permettre maintenant, je l'espère, de pouvoir discuter avec les services de l'État pour avoir un nouveau contrat de plan État-région et qui va donner de la visibilité, notamment sur tous les territoires qui, légitimement, ici comme ailleurs, s'interrogent sur l'avenir des lignes. Et oui, mais non mais ça, on peut se battre comme on veut. À la fin, si vous voulez, ça se finit à l'Assemblée. Donc moi, je suis pas parlementaire, ça vous a pas échappé. Donc soit à l'Assemblée, ils votent autre chose, et c'est le moment, c'est l'instant, hein. Parce que moi, je veux bien être interpellé sur tous les sujets, mais il y a un moment donné, là, ça se passe maintenant à l'Assemblée, c'est aujourd'hui, enfin c'est demain, l'examen de la LOM, avec combien on met sur la table pour régénérer le réseau français. Donc chacun est responsable, y compris les parlementaires qui sont sur vos territoires, qui nous écrivent à nous pour nous dire quand même, faudrait quand même éviter de fermer cette ligne, c'est scandaleux. Mais ils ont la main là, parce que c'est eux qui vont voter. C'est eux qui vont voter ce qui va être affecté à SNCF Réseau pour les prochaines années, pour justement faire en sorte qu'il y ait de l'argent ou pas pour régénérer le réseau. Donc c'est le moment, c'est l'instant. Hein. On peut débattre des heures, mais là, il y a un moment et c'est tout de suite. Philiso, pour répondre sur Philiso. Pardon? Ah bah oui. Ah mais ça, pour être tout à fait clair, en tout cas pour ce qui concerne notre région, de toute façon, l'exécutif s'est engagé sur la non-fermeture de ligne. Donc pour nous, il n'y a pas de discussion. Le préfet Philiso, ça fait 2 fois que je le vois. Une fois tout seul, une fois avec le président. On l'a même amené sur une ligne gravement malade, Agen-Périgueux, pour lui montrer concrètement ce que c'était, quelle était la problématique. Et on lui a expliqué tout ça. Donc il doit revenir dans les semaines qui viennent pour nous dire un petit peu la méthode qu'il va employer pour travailler avec chaque région. C'est la raison pour laquelle moi je répondrai pour chez moi. Je ne sais pas ce qui va arriver de l'autre côté. Votre région à vous. Hein. Je sais à peu près ce qui va arriver en Occitanie sans problème. Mais chez nous, je ne sais pas ce qui va arriver dans le détail aujourd'hui, ce qui va nous proposer. Ce que je sais, c'est que pour ce qui nous concerne, nous sommes la seule région à avoir 60% de lignes 7 à 9, c'est-à-dire classées, vu Spinetta, là, les petites lignes. On est la seule. Les autres, ils pédalent derrière à 30-40. Donc, avec ce niveau de 7 à 9, on est la seule. Ça veut dire que la proposition qu'ils vont faire, pour nous, elle a un impact énorme. Il y a 2 solutions. Soit on nous dit, bon, bah écoutez, ce qui est inscrit d'ailleurs dans la loi, hein, on va faire des expérimentations et on va dire aux régions, vous pouvez expérimenter finalement l'ouverture à la concurrence du réseau. C'est ça hein, qui va être dans la loi. La réponse qui est derrière, c'est qui paye. Parce que c'est bien sympathique, hein, mais ça veut dire que là, pour le coup, il n'y a plus personne autour de la table pour aller discuter du réseau ferroviaire. C'est les régions, débrouillez-vous. Et je vois exactement le piège dans lequel on est en train de nous mettre. Vous avez qu'à expérimenter, sinon ça ferme. Bon, j'ai un peu passé l'âge des caramels mous, je connais par cœur la musique. Là, moi, je ne vais pas tomber là-dedans, hein, franchement. Par contre, il y a une autre solution, c'est de dire, bon, bah écoutez, voilà, à partir du moment où on a des financements, soit à réseau, soit, ce qui est notre préférence, hein, une taxe préaffectée à l'entretien du réseau, c'est-à-dire, en gros, vous mettez un morceau de je ne sais quelle taxe, mais bon, pour ça, ça veut dire qu'il faut un peu violer Bercy, ce qui va être un peu compliqué. Elle n'existe pas. Mais enfin, prenons une taxe existante, comme ça on est à peu près sûr, vous la préaffectez au réseau, comme c'est le cas par exemple pour le Conservatoire du Littoral, ou comme on nous a filé une partie de la TVA pour la formation professionnelle. Ben, donnons-nous une partie d'une taxe transport pour qu'il soit fléché uniquement sur le réseau, pas d'autre chose. Hein. Pas les routes, les ronds-points, les trucs, non. Le réseau ferroviaire qui nous la donne. Et on va s'en occuper.